Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters qui tombe plutôt bien puisque nous allons conserver le fil rouge que nous avions dans la précédente vidéo sur Grill où nous évoluions dans le Moyen-Âge. Nous allons y rester mais voir un côté plus fantaisiste et fantasmé de cette ère avec les meilleurs bardes qui soient, Blind Guardian, A Night at the Opera, sorti en 2002 chez Virgin Records et produit, mixé et enregistré avec Charlie Bauerfeind, un grand nom de la scène puisqu'on ne compte pas tous les albums sur lesquels il a mis sa patte, Angra, Rage, Gamma Ray, Halloween et j'en passe beaucoup. L'attente pour ce nouveau Blind Guardian aura duré 4 années. 4 ans à trépigner après la sortie du monumental Nightfall in Middle-earth, album qui plaça les Allemands définitivement au pinacle, place qu'ils allaient conserver sans grand souci. Et pour ma part, eh bien, il s'agit du premier album de Blind Guardian que j'ai écouté. On me l'avait offert pour Noël. Et ouais, on me fait pas mal de cadeaux sympas. Je me souviendrai toujours de la première écoute de cet album. Precious Jerusalem, puissante, travaillée, hors norme, avec cette voix-là. Et puis avec ce petit côté speed aussi. La vitesse de la musique et puis aussi cette endurance avec laquelle le groupe l'a fait perdurer jusqu'à la fin du disque m'avait époustouflé à l'époque et continue toujours encore à me surprendre. Surtout qu'il n'y a pas de balade, on a juste quelques pauses, quelques ralentissements dans les chansons par-ci par-là. Avec A Night at the Opera, Hansi et ses amis nous ont sûrement offert le disque le plus speed de Blind Guardian. Et si ce n'est pas le plus speed, alors c'est sûrement le plus dense et le plus disparate, puisqu'ils ne se sont pas contentés de nous offrir des chansons aux structures classiques, mais des compositions qui évoluent. Et mettons qu'elles n'évoluent pas, alors elles se retrouvent chargées d'éléments jusqu'à ne plus pouvoir en mettre. A Night at the Opera est un disque d'une densité folle, où tout est précisément calculé, travaillé et arrangé. Alors c'est sûr qu'à la première écoute on peut se retrouver noyé dans les compositions, on peut penser qu'il y a du too much, mais pourtant je vous garantis que tout est parfaitement bien à sa place. Je n'ose imaginer la tête des fans de Blind Guardian à la première écoute de ce disque, parce qu'entre At Night at the Opera et le reste, il y a quand même une sacrée évolution musicale. Hein. Alors certes, il y a toujours la voix d'Hansi, on reconnaît très facilement les mélodies typiques aux guitares, mais pour le reste... Pour autant, ce disque aura-t-il vraiment surpris grand monde? Quel album de Blind Guardian se ressemble en fait? Est-ce que Nightfall in the Middle-earth ressemble à Imagination from the Other Side? Est-ce que cet album est la copie conforme de Somewhere Far Beyond? Hein? Je pense qu'il aurait vraiment ne pas fallu connaître Blind Guardian pour espérer avoir une musique qu'on connaissait déjà. Et ce fut confirmé en interview, puisque les membres du groupe avouaient qu'ils avaient beaucoup de pression concernant le disque qui suivrait Nightfall in Middle-earth. Aussi, plus que jamais, ils souhaitaient évoluer, limite changer de voix et proposer un disque qui serait très différent de ceux qui avaient pu sortir dans les années 90. Pari réussi et pari qui prend du temps, et entre l'impatience des fans et cette volonté de proposer quelque chose de nouveau, nos amis les bards, que je soupçonne un peu troll, ont eu pour idée de faire de And Then There Was Silence leur single. Cette chanson, c'est 14 minutes de musique épique et effrénée, peignant magnifiquement bien la guerre de Troie, avec énormément de changements de rythme et pas moins de 200 pistes. C'est comme si les mecs de Blind Guardian avaient regardé leurs fans comme ça et qu'ils avaient dit vous le voulez le single? Bah, il est là, par terre dans la boîte, hein, c'est un gros morceau, hein. T'es sûr tu le veux? Ok, ça va. Il est là le single. Chanson fabuleuse, poignante quel qu'en soit le moment et dont la fin aura toujours pour effet de rendre mes yeux humides et mon souffle court. À partir du moment où les Troyens se croient victorieux, chantant joyeusement dans une mélodie festive, jusqu'à la tragédie de la cité, où des magnifiques chœurs s'entrecroisent et s'embellissent d'un texte déchirant, finissant sur 2 mots, Sorrow and Defeat. J'ai pu voir ça en live et c'était plutôt sympa. Oui,
Polo, tu peux venir dans ma chambre très vite là maintenant, faut que tu m'aides pour un truc là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors bien sûr, je n'étais malheureusement pas au Blind Guardian Festival, mais j'ai pu avoir cette chanson lors d'un concert à Rome, dans une ambiance nettement moins intense, mais je ne bouderai pas mon plaisir. Bon, malgré tout, pour moi, cette chanson est celle qui se rapproche le plus de Nightfall et Middle-earth. Et pas seulement pour moi, puisque Hansi et André le pensent également. Je trouve que c'est le titre le plus épique, mais aussi le plus aéré, parce que les 200 pistes sont réparties dans 14 minutes, alors que dans les autres chansons, il y a sûrement 200 pistes, mais condensées dans 5 ou 6 minutes. Donc finalement, c'est pas un titre si mauvais que ça pour un single. D'autant plus que ce single s'est vu agrémenté d'une ballade, Harvest of Sorrow, qui aurait normalement dû se trouver dans Nightfall in the Middle-earth. Ce sont vraiment des gros trolls ces Allemands, parce que non seulement ils nous ont filé un single avec une chanson de 14 minutes super complexe, mais qui finalement se rapproche le plus de Nightfall in the Middle-earth, mais en plus ils ont mis une chanson qui aurait dû figurer sur cet album. Donc tout compte fait, ce single, il est vraiment parfait pour faire la transition entre les deux albums, non? Et d'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait une version française de Harvest of Sorrow? Et il me semble que la personne qui avait été chargée de traduire les textes était un Français qui avait été sélectionné par le magazine Rock Hard France. Je me souviens que dans les news, il y avait un petit article sur lui. Allez, je vous mets un extrait. Moisson de peine, gueule semée, dans une terre de larmes gelées. Le jour s'éteint déjà, dans l'hiver vient le froid, la nuit. Si vous vous souvenez bien, j'avais mis cet album de Blind Guardian 17e dans ma liste des 20 meilleurs albums de tous les temps. Parce que oui, si je dois choisir un meilleur album de Blind Guardian, ce sera At the Night at the Opera. Mais c'est très dur de faire un choix parce que j'adore à peu près tous les albums de Blind Guardian. Dans A Night at the Opera, j'adore le fait que nous ayons un gros bloc de métal bien dense et bien complexe et qui fait d'ailleurs sûrement de cet album le plus agressif des Allemands. J'adore ces mélodies bien typées et ces refrains magnifiques puisque oui, Blind Guardian aura conservé toute cette efficacité, cette puissance liée au refrain. Under the Ice, Sadly Sings Destiny, The Soul Forge, qui aurait dû être le nom de l'album, ça il faut le savoir, et qui commence avec des notes limite folk. Tout était réuni pour bien marcher en live, et justement, rien ne marcha. Bon, rien ne marcha, c'est un bien grand mot, mais disons que le rendu est souvent très faiblard. Alors, en partie parce qu'en général, ce genre de chanson se trouve coincé entre des Mordred Songs et des Nightfall, durant lesquels les fans ont tout donné. Mais aussi parce que je trouve que les morceaux sont peut-être trop complexes pour être mis en live. Et c'est vrai que quand on a tous les instruments en avant, avec les samples en arrière-plan, eh bien ouais, les morceaux perdent énormément de leur puissance, et étrangement, je pense qu'il y a juste Enzen Zerwa Silence qui est arrivé à tirer son épingle du jeu, parce que, comme je le disais, c'est sûrement la plus aérée, donc la plus légère et la plus facile à adapter en conditions de live. Des chansons trop complexes pour être parfaitement jouées en live, trop complexes pour certains fans, et aussi trop complexes pour le batteur Tom Stones qui ne voyait plus dans ce Blind Guardian son Blind Guardian et qui finit par quitter le groupe pour jouer le Blind Guardian qu'il aime, avec un nouveau groupe qu'il forma, Savage Circus. J'en avais déjà parlé, c'est du Blind Guardian, on va dire,
old school, plus simple, plus direct, et un bon compromis si vous n'aimez pas la tournure de Blind Guardian, la tournure que le groupe a pris à partir de A Night at the Opera. Malheureusement, la qualité de Savage Circus n'a duré le temps que d'un album, et après ça a un peu déchu, mais bon, toutes les personnes auxquelles j'ai conseillé cet album de Savage Circus en sont sortis ravis. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je le reconseille à nouveau. Voilà, c'est tout pour cet album de Blind Guardian et je suis content d'en avoir parlé parce que la chronique était dans ma liste depuis une paire d'années, donc comme ça c'est fait, voilà, je pense avoir tout dit sur l'album. La pochette très jolie dans les tons orangés avec tous ces petits personnages issus du bestiaire d'Heroic Fantasy, réalisé par Paul Raymond Gregory, un mec qui a fait du Freedom Call mais surtout beaucoup de Saxon et de Molly Hatchet. Voilà, j'adore cet album, j'adore Blind Guardian, de toute façon vous le voyez, il y a des Blind Guardian partout, regardez ça, il y en a partout, je ne sais pas comment faire. D'ailleurs je ne travaille pas aujourd'hui, je vais les brûler là. Et puis c'est tout, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, stay metal. Savage Circus, je me souviens, cet album c'est Achille qui me l'a fait acheter quand on est allé dans un magasin métal à Tokyo. Et depuis, ça me donne envie de foutre du Mournif, un sauce qui gagne.